On va maintenant élaborer l'échéancier. Donc, on vient de terminer de planifier l'échéancier, on a défini les activités, on a organisé les activités en séquence, on a estimé la durée des activités. Maintenant, on va sortir avec un planning. Donc, en données de sortie, on va avoir la référence de base de l'échéancier. Quand on dit référence de base, on veut dire par là la version approuvée du modèle d'échéancier. Référence de base, c'est toujours approuvé. Ça ne peut être modifié que par des procédures. Donc, on ne peut pas modifier une référence de base sans une procédure vraiment codifiée de maîtrise des changements. Parce qu'elle a été approuvée et acceptée par les parties prenantes appropriées. Et comme toutes les autres références de base, c'est un composant du plan de management du projet. Donc, on peut être amené à modifier aussi des sous-plans du plan de management du projet, comme par exemple l'échéancier. Donc, on a modifié peut-être notre façon de faire qui n'a pas convenu. La méthode qu'on avait choisie au début ne convient plus. Donc, on met à jour le plan de gestion d'échéancier. On peut mettre à jour la référence de base des coûts parce que peut-être pour rentrer dans les contraintes de date, on a obligé de rajouter des ressources. Et ceci a forcément modifié la référence de base des coûts. Mais comme c'est une référence de base, donc il faut une demande de changement pour la modifier. Alors, on va aussi, comme donnée de sortie, avoir le planning, l'échéancier du projet. Il y a plusieurs types de planning. Le diagramme à jalons, milestone schedule. Ici, on ne montre uniquement que des dates clés liées à des livrables majeurs. Ce type de planning intéresse les responsables, les managers. Les graphiques à barres, plus connus sous le terme de diagramme de Gantt, donc on montre un peu plus de détails. Ça dépend, on peut montrer ce type de diagramme à un autre public qui veut voir un peu plus l'état d'avancement. On peut des fois même montrer tout ce qui est marge. On va voir un peu plus tard ce qui est marge. Et le diagramme de réseau, là on montre un peu tous les détails. Généralement, c'est plus l'équipe projet qui travaille avec ce type de planning. Alors, en données de sortie, on va avoir aussi des données sur l'échéancier. Quand on dit des données de l'échéancier, c'est par exemple les milestones, ce sont les activités, leurs attributs, les estimations, les dépendances, les hypothèses et les contraintes. Tout ça, ce sont des données de l'échéancier. Donc, on va sortir avec un rapport de ce type aussi. Et le besoin en ressources par intervalle de temps. C'est un histogramme qui va montrer par période de temps les profils dont on aura besoin. On peut même mettre un autre petit histogramme à côté qui va montrer un peu les ressources que l'on a pour montrer un peu l'écart entre ce que l'on a en termes de ressources et notre besoin. On peut faire aussi des variantes de l'échéancier, comme par exemple le meilleur cas et le pire cas. En données de sortie, on peut avoir aussi un calendrier du projet où on va indiquer les jours ouvrés et les jours non ouvrés et les jours fériés. On peut être amené à modifier beaucoup de documents comme les attributs des activités, on peut rajouter des hypothèses, on peut modifier des estimations, on peut améliorer et mettre les leçons apprises. Tout ce qui a été bien fait, tout ce qui a été mal fait, on tire deux leçons. Et on rajoute aussi le besoin en ressources. S'il y a des risques qui apparaissent, on les rajoute sur le registre des risques. S'il y en a moins, on les supprime. Le processus élaboré l'échéancier, il aura pour objectif, bien sûr, de générer un modèle d'échéancier avec des dates qui fixent l'achèvement des activités. Ce processus va nous permettre de générer une référence de base de l'échéancier, un échéancier et des données de l'échéancier et un calendrier de l'échéancier. On peut être aussi amené à mettre à jour des plans et des références
de base. Mais si on veut toucher aux références de base, il va falloir une demande de changement qui sera traitée par le processus effectuer la gestion intégrée des changements. Ces éléments sont des documents qui vont bien sûr être classés avec les documents du projet. Donc, pour élaborer l'échéancier, c'est sûr qu'on a besoin du plan de gestion de l'échéancier. Tous les détails sur la manière de faire, quelle est notre unité de mesure, quel est le niveau de détail. Donc, tout cela est indiqué dans le plan. Et bien sûr, on a besoin du WBS et de son dictionnaire. Comme le processus précédent, on aura besoin de beaucoup de documents liés aux activités, aux hypothèses, et beaucoup de documents liés aux ressources, comme leur disponibilité, leur affectation, le besoin en termes de ressources, étant donné que c'est le choix du ressource qui va influer sur la durée de réalisation. Bien sûr, les risques aussi, on est obligé de rajouter une marge par rapport au risque, mais on ne rajoute pas en faisant du rembourrage, mais en estimant l'impact du risque. On verra ça de toute façon au niveau des processus liés au risque. On a aussi besoin des accords, toute forme de contrat. Accord que ce soit avec le fournisseur, qui va nous donner les dates de livraison de ses ressources, et accord avec le client, qui va peut-être nous imposer des dates clés et des milestones. Pour les outils et techniques, je préfère les voir sur les slides suivants. Alors, on va voir maintenant la méthode du chemin critique. Cette méthode détermine la plus petite durée possible du projet. Elle détermine aussi la notion de marge libre, free float. Alors, la marge libre, c'est quelle est la marge d'une activité en termes d'unité de temps. Alors, la marge libre, c'est quelle est la marge pour retarder une activité sans retarder au plus tôt du successeur. En termes plus simples, ça veut dire que de combien, par exemple 2 jours, je peux retarder une activité sans retarder l'activité, le démarrage de l'activité qui suit. Alors que la durée totale, la marge totale, cela veut dire par exemple de combien de jours je peux retarder une activité sans décaler la date de livraison finale du projet. Donc, ça montre un degré aussi de flexibilité. Pour élaborer le chemin critique, on passe par ces étapes. On construit le diagramme réseau, on insère les durées des activités, on passe en revue les activités, on revient en arrière et on calcule la marge. On va voir un exemple, ne vous inquiétez pas. Et la marge était égale au début au plus tard, moins le début au plus tôt, ou, si on veut calculer d'une autre manière, la fin au plus tard, moins fin au plus tôt. Voici par exemple les activités. Voici les activités. Voici leurs prédécesseurs. Ça veut dire par exemple pour le B, il ne démarre que quand A démarre. C, la même chose. D, la même chose. Donc, ces 3 tâches nécessitent que A soit terminé. Parce que nous sommes en train de parler de fin-début. Chaque tâche a une durée. La tâche A, c'est la première tâche parce que le prédécesseur, c'est le début. Donc, si on représente ce tableau, par exemple B, C, D, le prédécesseur, c'est le A. B, C, D, leur prédécesseur, c'est le A. Le E, ici on a mis le prédécesseur, c'est le B. On va voir sur le tableau. Le E, son prédécesseur, c'est le B. Le F, c'est le D et le C qui précèdent. Donc, le F, c'est le C et le D. Donc,
De cette manière, on a représenté tout le diagramme. Maintenant, deuxième étape, on va mettre ici la durée de chaque tâche. On va aller au tableau, à côté de chaque durée, on va mettre, de chaque tâche, on va mettre la durée. Ce qui va donner ce schéma. Donc maintenant, une fois qu'on a terminé la deuxième étape, troisième étape, on va passer en revue les activités. Donc la première activité A démarre à 0, elle dure 1, ça veut dire qu'elle se termine à 1. La tâche B commence une fois que A se termine, c'est-à-dire à 1. Même chose pour C, même chose pour D. Et B se termine après 3, sa durée de 3, donc elle se termine à 4. C, c'est 2 plus 1, 3. D débute à 1, dure 5, se termine à 6. Et ainsi de suite. On va remplir tout le diagramme. Là, on a terminé l'étape numéro 3. Maintenant, on va faire un retour arrière. Déjà, ici, on peut extraire une première information, c'est que notre projet se termine à 20. Si ces unités, ce sont des jours, c'est le 20e jour. Si ce sont des semaines, ce sera la 20e semaine. Maintenant, on va revenir en arrière. Pourquoi on revient en arrière? Parce qu'on veut estimer les marges. Et les tâches qui auront une marge de 0, cela voudra dire que si on les décale d'une journée, le projet va se décaler de la même durée. C'est ce qu'on est en train d'essayer de faire. Donc maintenant, on essaie de remplir par retour ici. Maintenant, on va remplir les dates au plus tard. Parce qu'on sait que la marge était égale. C'est les dates au plus tard moins les dates au plus tôt. Donc ici, si notre projet se termine à 20 et qui dure 4, c'est que le début au plus tôt, c'est 16. Les autres tâches, donc, on remet le 16 ici. Si cette tâche dure 7, donc 16 moins 7 est égal à 9. Ici, 16, la tâche dure 4, donc au plus tard, on peut la commencer à 12. Ici, la tâche dure 2, donc au plus tard, on peut la commencer à 9. Ici, au plus tard, à la 14. Ici, au plus tard, on peut la commencer à 9. Et ainsi de suite, on remplit notre diagramme. Une fois qu'on remplit le diagramme, on va calculer les marges. Les marges, comment on les calcule? Donc, au plus tard, moins au plus tôt. 16 moins 12 est égal à 4. 12 moins 8 est égal à 4. 8 moins 4 est égal à 4. On va avoir certaines tâches qui auront une marge qui est égale à 0. Ça veut dire que ces tâches n'acceptent pas de retard. Si on le retarde de la moindre période, le projet va se décaler de la même période. Ces tâches sont donc sur le chemin critique. Toutes les tâches qui sont sur le chemin critique ont une marge totale est égale à 0. Et si on les décale, le projet va se décaler de la même période de décalage. Donc on peut avoir une marge négative. Une marge négative, cela veut dire que la tâche doit être avancée, sinon le projet va être en retard. La marge positive signifie que le projet, la tâche peut être retardée. Par exemple, ici la tâche B. Si on retarde la tâche B de 4 unités de temps, notre projet ne va pas se décaler. Et si on rajoute encore une unité de temps, ça veut dire que si on le décale de 5, le projet va se décaler de 1. C'est ce que veut dire la marge. Ici, il n'y a pas de marge. Si on a une marge négative, cela veut dire que la tâche doit être avancée dans le temps. De toute façon, il faut s'exercer. Vous allez trouver beaucoup d'exemples sur Internet. Il faut le faire 2 ou 3 fois tout seul pour s'exercer.
Alors, on peut avoir aussi besoin d'optimiser les ressources. Comme sur les exemples qu'on a ici, on peut utiliser le nivellement des ressources. Nivellement des ressources, on veut dire par là qu'on va équilibrer entre les ressources et leur disponibilité. Regardez par exemple, la journée 1 sous à 16 heures. Elle doit travailler 16 heures. Il est évident que cela n'est pas possible. Donc, on va faire un nivellement des ressources. Ça veut dire, il y a une date où elle est libre ici. On peut peut-être décaler Tom pour qu'il travaille le jour 3. Et Sue va travailler 8 heures le premier jour, 8 heures le deuxième jour. Donc, nous venons de faire un nivellement pour équilibrer entre les ressources et leur disponibilité. Donc, on va faire le nivellement pour gérer le manque des ressources. Mais souvent, cela entraîne un changement du chemin critique. Forcément parce qu'on est en train de décaler les dates d'intervention et les dates de fin de certaines tâches. Une autre technique qu'on appelle le lissage des ressources, resource smoothing, il s'agit de limiter l'utilisation des ressources sans changer le chemin critique. Donc, imaginez par exemple que l'on ait des ressources qui travaillent par exemple tous les jours pendant 8 heures et qu'on a des journées de libre. Donc, on va essayer de répartir ces 8 heures sur les journées libres sans toucher au chemin critique. On va utiliser uniquement que les dates disponibles. Donc, pour résumer, on fait un nivellement des ressources quand on veut équilibrer entre les ressources et leur disponibilité. Cependant, cela entraîne souvent un changement du chemin critique. Et on peut faire aussi un lissage pour équilibrer ou limiter l'utilisation des ressources. Mais on va utiliser uniquement les dates libres, sans changer le chemin critique. On peut faire aussi des simulations. On peut par exemple faire une analyse par scénario. Que se passera-t-il si tel événement se produisait? On peut analyser l'impact des différents scénarios. Imaginez qu'il y ait un retard. Qu'est-ce qui va se passer si l'autorisation ne tombe pas à temps? Donc, on peut générer comme ça des scénarios et simuler pour voir quel est l'impact, pour peut-être prendre des mesures. Cela va nous permettre d'étudier la faisabilité et de préparer peut-être des réserves. On peut faire aussi des simulations. La méthode Monte Carlo, c'est une méthode qui utilise un peu l'analyse et l'estimation à 3 points, pessimiste, optimiste, plus probable, pour générer une telle simulation qui va nous dire par exemple que l'on va avoir 80% que le projet se termine à telle date et on va avoir peut-être 20% de terminé dans ces délais. On pourra aussi par exemple savoir que on a 80% de chances que le projet se termine entre cette date et cette date. Donc tout ça grâce à la méthode Monte Carlo, qui est une méthode surtout utilisée dans l'analyse des risques. On peut aussi bien utiliser Monte Carlo pour l'échéancier et la même chose pour les coûts. On pourra aussi générer comme ça une courbe pour les coûts et on pourra savoir par exemple on a 90% de chances pour que le projet se termine avec tel budget. C'est une méthode bien sûr qui se fait par ordinateur. Alors, on fait aussi ce qu'on appelle l'analyse du diagramme réseau. Donc, on a notre diagramme, on connaît notre chemin critique, on sait que ça, c'est des tâches à surveiller, parce que le moindre retard sur ces tâches va nous retarder le projet, mais on ne surveille pas que ces tâches. D'accord? Si par exemple, il y a une tâche qui a plusieurs prédécesseurs, on sait déjà que c'est une tâche critique. Il y a une convergence sur cette tâche. On vérifie aussi s'il y a des tâches où la marge est très faible, ça veut dire que ce n'est pas une tâche critique, mais rapidement elle peut basculer et devenir une tâche sur le chemin critique. Et de toute façon, il faut faire attention. Il ne faut pas dire à l'équipe que cette tâche n'est pas sur le chemin critique ou que cette tâche n'est pas critique.
Autrement, il risque de ne pas lui donner l'importance et il va devenir une tâche sur le chemin critique. Pour optimiser les délais, on peut aussi utiliser l'avance et le retard. On va essayer d'avancer des activités par rapport à d'autres, d'avancer de quelques jours. Peut-être que des fois, il y a des activités où on n'est pas obligé d'attendre jusqu'à ce que l'activité prédécesseur se termine complètement. On peut démarrer avant quelques jours. Donc, on peut jouer comme ça avec des avances ou retard. Ça veut dire on laisse s'écouler une période de temps entre deux activités. Donc, il y a ce type de manipulation pour sortir avec un planning qui est final et réaliste surtout. Donc, des fois, on rajoute du retard parce qu'on sait qu'une tâche, quand elle se termine, il faut peut-être attendre un certain nombre de jours pour pouvoir démarrer une autre. Donc, tout cela pour que le planning soit réaliste. On fait aussi ce qu'on appelle la compression de l'échéancier. Ce sont des techniques qui visent à réduire les délais avec le minimum de coûts supplémentaires. Alors, première technique, la mise en parallèle, le fast tracking. On obtient ça en mettant des tâches en parallèle. On essaie de travailler des tâches en parallèle. Surtout là où la dépendance n'est pas très forte, où elle est optionnelle ou juste recommandée. Donc là, des fois, on prend le risque de mettre certaines parties de tâches en parallèle. Donc, cela augmente bien sûr le risque pour essayer de gagner du délai. Donc, c'est au chef de projet et à son équipe d'étudier cette question. Alors, on obtient ça à l'aide de la question: est-ce que certaines activités peuvent être parallélisées? Si on peut les paralléliser, il y a peut-être moyen de faire du fast tracking, la mise en parallèle. Deuxième technique, la compression des délais. Donc là, on va voir si en rajoutant des heures supplémentaires ou des ressources, on peut réduire les délais. Il y a un coût à cela. Ça augmente le coût. Donc pour voir est-ce qu'on peut utiliser la compression, il faut se poser la question: est-ce que ça peut être fait plus rapidement si je rajoute des ressources? Donc on a deux techniques de compression. Une qui concerne la mise en parallèle. Donc on met en parallèle des tâches, ça rajoute le risque, c'est sûr. Ou on compresse les délais en rajoutant des ressources et des heures supplémentaires. Mais il faut savoir que la pire chose à faire, c'est de planifier des heures supplémentaires en week-end de manière régulière. Ceci va nuire à la productivité future de votre équipe. Comme outil technique, bien sûr, on va s'appuyer beaucoup sur un système d'information et de gestion du projet, notamment les logiciels de planification. Alors, il y a le cas particulier de la planification des releases Agile. Donc, on peut avoir plusieurs versions, par exemple d'un logiciel. Donc, on a un calendrier à haut niveau de 3 à 6 mois, où on va avoir un certain nombre d'itérations pour chaque version. Et on ne va détailler, estimer les tâches et faire un planning que pour l'itération en cours. Parce que chaque version, chaque itération doit nous permettre de sortir avec un produit commercialisable. Pourquoi commercialisable? Parce qu'on a besoin de donner quelque chose au client pour avoir un feedback. Sur les projets agiles, on doit sortir un résultat pour avoir le feedback du client. C'est avec ça qu'on va améliorer le produit et on va être sûr qu'on est calé sur le besoin du client et on est sûr qu'on a la bonne version de l'exigence client parce qu'on a un feedback régulièrement sur des délais très courts. Donc, on ne planifie que ce que l'on va travailler sur les planifications Agile. Pour résumer, donc pour élaborer l'échéancier, ce processus va nous générer la référence de base de l'échéancier. C'est une référence de base, cela veut dire qu'elle est approuvée et qu'on peut la changer uniquement via une demande de changement qui va atterrir chez le processus effectué, la gestion intégrée des changements. Tout ce qui est référence de base et plan, c'est une sous-partie du plan de management du projet. Mais ici, on ne va pas sortir uniquement qu'avec une référence de base. La référence de base, c'est sur quoi on va mesurer l'avancement.
on va sortir aussi avec un échéancier. Il y a plusieurs types. On a vu qu'il y en a qui est lié uniquement au milestone pour les managers et on a d'autres qui sont plus détaillés, peut-être à l'équipe projet ou d'autres parties prenantes. On va pas sortir uniquement qu'avec un échéancier, mais on va sortir aussi avec des données. Hein. C'est le détail. Il y a beaucoup de détails liés à l'échéancier, comme certains attributs de tâches, des hypothèses. Donc il y a certains éléments comme ça où on va pas encombrer l'échéancier, on va les mettre avec les données de l'échéancier. On va sortir aussi avec un calendrier où il y a par exemple les jours fériés, les jours ouvrables, les périodes où on va travailler. Et beaucoup peut-être mises à jour de documents comme les attributs, des hypothèses et des estimations. Tous ces éléments-là vont atterrir au niveau des documents du projet. Donc, pour générer l'échéancier, les données de l'échéancier, le calendrier, la référence de base, c'est sûr qu'il nous faut travailler avec le plan d'échéancier et avec le WBS et son dictionnaire. On a beaucoup de documents liés aux activités et aux hypothèses et aux estimations, mais aussi beaucoup de documents qui sont liés aux ressources et leur disponibilité, parce que forcément, en fonction des ressources, le planning va changer. On aura aussi besoin des contrats, que ce soit avec le fournisseur ou avec les clients, parce que dans les contrats, il y a des exigences de date à respecter. On va s'appuyer sur l'analyse du diagramme réseau. Hein. On va analyser notre diagramme perte. On va voir on va pas suivre uniquement que les tâches critiques, mais il y a aussi des tâches qui peuvent basculer en tâches critiques. On va voir aussi s'il n'y a pas ce qu'on appelle la path convergence. Ça veut dire qu'il y a une tâche à plusieurs prédécesseurs et elle vient de ce fait, elle devient une tâche risquée. Donc, via la méthode du chemin critique, c'est avec ça qu'on va obtenir le chemin critique. Donc, on a vu, il faut s'exercer sur ça. Il y a beaucoup d'exemples sur Internet. Et il y a des techniques d'optimisation des ressources. Hein. On peut faire un nivellement, par exemple, ou un lissage. Et on peut analyser les données par la méthode des scénarios. Qu'est-ce qui se passerait si tel événement survenait, par exemple? On peut faire des simulations. La méthode Monte Carlo qui va nous donner, par exemple, on a 70% pour que le projet se termine de telle date à telle date. Tout ça en y injectant des inputs tels que voici les dates optimistes, voici les dates pessimistes. Donc avec ça, Monte Carlo fera beaucoup d'itérations et va nous sortir avec la simulation. On peut utiliser aussi les avancées et les retards en fonction de nos contraintes. Et puis, on peut compresser l'échéancier si on veut minimiser la date. Donc, on va mettre des tâches en parallèle. C'est ce qui s'appelle le fast tracking, où on va faire du crashing en rajoutant des ressources pour essayer de réduire les délais. Mais cela n'est pas sans conséquence. On s'appuiera beaucoup sur peut-être un logiciel pour sortir le planning, parce que ce n'est pas facile. Tout ce qui est lissage et compression et nivellement, ça les logiciels savent le faire. Et il y a un cas particulier de la planification agile où on ne va détailler et planifier que la tâche liée à l'itération.